Bienvenue dans ton prochain Shift d'évolution, le podcast où chaque mot est une invitation à te reconnecter à toi, à ta vérité, avec ton cœur et avec compassion. Je suis Stéphanie Desharnais, accompagnante holistique, auteure et conférencière. Ici, on explore les transformations profondes, les élans du quotidien et les transitions de vie qui nous élèvent. Prépare-toi à ressentir, réfléchir et peut-être amorcer ton prochain shift d'évolution. Salut à toi, bienvenue dans cet épisode de podcast super spontané parce que c'était prévu que j'enregistre un épisode de podcast aujourd'hui, mais c'était pas prévu que j'aborde ce sujet-là. En fait, le sujet m'est venu spontanément hier. J'avais une autre idée de sujet que je voulais aborder aujourd'hui. Puis, en fait, l'idée m'est venue parce que je me retrouve un petit peu dans cette phase-là et en parlant avec plein de gens autour de moi, j'ai réalisé que je suis vraiment pas la seule, tu sais, à retomber dans cette espèce de pattern-là, ce cercle-là. Et le but de l'épisode d'aujourd'hui, c'est je veux t'amener à te questionner sur toi. C'est quoi tes patterns qui... En fait, c'est quoi qui fait en sorte que tu back off un peu ou... Non, je veux pas dire ça de même. Parce que moi, c'est ça un peu mon pattern. Mais ce que je veux dire, c'est quand... OK, je vais le dire comme ça. Quand t'es dans le chaos, quand ça va pas, que tu sens que t'es pas dans le bon track, c'est quoi ton pattern? C'est quoi ton mécanisme de défense? C'est un peu ça, un pattern, en fait, c'est un mécanisme de défense. C'est quelque chose qui inconsciemment vient pour nous protéger parce que notre inconscient perçoit un danger. Notre cerveau perçoit un danger, perçoit une menace. Notre ego, peu importe, appelle-le comme tu veux, et on tombe dans un mécanisme de défense. On veut se protéger, en fait. Parce que l'idée, c'est qu'on survive le plus longtemps possible. C'est un peu ça l'idée derrière la survie de l'espèce. Donc, pour survivre, si je perçois un danger ou une menace, ben, je dois avoir des mécanismes de protection, des mécanismes de défense. Et ces mécanismes de défense-là, ben, souvent, là, sont vraiment inconscients. C'est comme on le sait qu'il ne faudrait pas agir comme ça, puis ces mécanismes-là arrivent spontanément, inconsciemment. Je te raconte, moi, la prise de conscience que j'ai faite, puis après, je te pose des questions pour t'amener, toi, à voir qu'est-ce qui se passe pour toi. Moi, mon mécanisme de défense, euh, parce que dernièrement, en fait, je me sentais perdue. Je sentais que j'avais plus de point de repère, autant par rapport à ma business, par rapport à ma vie relationnelle, amicale, ma vie sociale plutôt, ma vie physique, tu sais, comme dans l'univers dans lequel je suis en ce moment physiquement, ma maison, ma réalité financière, ma réalité physique, là. Donc, concrètement, mon environnement, je me sentais perdue là-dedans aussi. Et donc, je me sentais perdue sur plusieurs plans de ma vie. Heureusement, il y a d'autres plans de ma vie qui étaient quand même stables. Mais je me sentais perdue. C'était vraiment le sentiment qui m'habitait. Puis je disais à une amie, je sais pas à qui ou à quoi m'accrocher. Je sens que je cherche en ce moment à qui ou à quoi m'accrocher. Et là, je me suis observée et je me suis posé des questions, puis je me suis vue aller tout de suite, puis j'ai réalisé que je sentais que j'étais pas sa bonne track. J'avais peur, en fait, parce que j'étais face à de l'inconnu, à de l'incertitude. Donc, mon cerveau, mon ego perçoit littéralement un danger. Hein. On sait que l'inconnu est clairement un facteur de stress. Donc, pour moi, c'est super menaçant. Il y a de l'inconnu, il y a de l'incertitude, il y a une instabilité, une insécurité qui est là. Donc, mon réflexe, mon pattern, mon mécanisme de défense était de dire, je retourne vers ce que je connais. Je vais retourner vers ce dans quoi je me sentais en sécurité. Donc, je cherchais une personne, je cherchais un emploi, je cherchais un endroit où j'allais me sentir en sécurité. En fait, où je me suis déjà sentie en sécurité. Et là, m'est apparu des offres d'emploi, m'est apparu... en fait, je réfléchissais. J'étais beaucoup dans ma tête, là. J'étais vraiment dans ma tête, puis là, je cherchais, OK, qu'est-ce que je dois faire de plus? Qu'est-ce que je peux faire de plus? Quelle démarche je dois entreprendre? Est-ce que je dois me chercher un nouvel emploi pour pallier à mon entreprise qui, en ce moment, n'est pas au stade que je voudrais qu'elle soit? Est-ce que je devrais aller à la banque demander un nouveau prêt? Est-ce que je devrais demander à telle personne de reconnecter parce que je me sens perdue, parce que je me sens seule? Est-ce que je devrais? Qu'est-ce que je devrais faire de plus? C'était la question qui m'habitait constamment. Qu'est-ce que je peux faire de plus? Qu'est-ce que je dois faire? Et on sait que le corps parle beaucoup et j'ai des très grandes douleurs au coude. Ça fait peut-être un mois ou deux que j'ai des douleurs au coude, mais depuis une semaine ou deux, encore plus intensément.
Et la fonction du coude, ben, tu sais, c'est comme l'expression, hein, en avoir plein les bras, mettre de l'huile de coude, du jus de coude, c'est ça qu'on dit, de l'huile de bras, de l'huile de coude, dans quelque chose, c'est dans une tâche. Donc, c'est relié à l'action de faire. Fait que là, j'étais comme, OK, mon corps est en train de me dire, c'est lourd que de vouloir trop en faire. Fait que là, j'ai pris conscience, grâce à une coach, une mentor que j'ai, en fait, c'était un coaching de groupe qu'on avait, elle nous posait des questions et l'introspection qui m'est arrivée, c'est ça, c'est quand ça va pas, qu'est-ce que tu as tendance à faire? C'est quoi ton pattern pour te ramener dans une zone de sécurité? Puis moi, c'était, ben, je revire de bord. Je revire de bord parce que je sais pas ce qui m'attend, j'ai des insécurités par rapport à ce qui s'en vient, j'ai peut-être pas le contrôle sur ce qui s'en vient, donc je revire de bord. Et je te raconte l'analogie qu'elle a faite, puis peut-être ça va... probablement que toi, ça va t'allumer d'autres choses. Fait que je te raconte l'histoire, puis vois ce qui résonne en toi quand tu écoutes l'histoire. Son histoire, c'était... Elle est allée faire du ski de fond. Okay? Je vais la raconter comme si j'étais elle. J'étais allée faire du ski de fond, puis je voulais... en fait, je voulais y aller toute la journée. J'avais envie d'y aller, puis... ben non, OK. Je vais la raconter à son nom, à elle. Là, ça fait trop bizarre de raconter comme si c'était moi. Elle voulait aller faire du ski de fond. Puis, elle voulait y aller avec son chum. Mais son chum ne voulait pas trop. Puis, il a hésité. Puis bon, finalement, en plein milieu de l'après-midi, elle s'est dit, ben moi, j'y vais pareil. Ça me tente d'y aller, j'y vais. Là, il est rendu comme 3h15. Elle s'en va faire du ski de fond. Sauf que, tu sais, on s'entend que le soleil se couche quand même tôt. Puis quand tu es dans le bois, la noirceur arrive plus rapidement. Elle est dans une zone vraiment inconnue. C'est dans un nouveau terrain, une nouvelle piste de ski de fond. Elle ne la connaît pas. Elle ne sait même pas c'est quoi la distance à parcourir. Elle ne sait pas elle est rendue où en ce moment dans le parcours. Et il commence à faire noir. Et là, elle commence un petit peu à paniquer. Puis là, elle est en train de paniquer et de dire, mais j'ai pas regardé au début la carte. J'ai pas regardé c'était quoi la distance. J'ai pas pris en... Tu sais, des fois, il y a toujours comme des photos du plan de la map. Tu prends ça en photo, tu sais à peu près t'es rendu où. Elle disait, là, je sais même pas, je suis rendue où. Je sais pas, il m'en reste pour combien de temps. Bientôt, je verrai plus où est-ce que je vais. Il y a plus personne dans les sentiers. Je suis toute seule. Qu'est-ce que je fais? Elle s'est mise un petit peu à paniquer. Et là, elle, justement, ben, elle a observé, elle, ce qui se passait dans son corps, dans sa tête, de je me sens en danger, je me sens pas en sécurité. C'est quoi mon réflexe? C'est quoi mon pattern? Et là, je t'amène la réflexion à toi. Dans une situation comme ça, toi, ça aurait été quoi ton pattern, ton réflexe de dire je me sens en danger, je me sens pas en sécurité, qu'est-ce que je fais? Moi, mon réflexe, quand j'écoutais l'histoire, je me disais, mais moi, j'aurais reviré de bord. C'est simple, tu sais, comme t'es arrivé de là, reprends le chemin inverse, puis c'est sûr que tu vas retrouver ta sortie, tu vas revenir au parking, puis, tu sais, comme, c'est sûr que oui, peut-être ça fait 1 heure, t'en fait, mais au moins tu sais qu'il t'en reste pour 1 heure, tu sais, fait que de retourner dans un terrain connu, tu vois le pattern. Et elle continue son histoire, puis elle dit, finalement, ben, en fait, elle, son pattern, c'était de dire, j'étais pas préparée. Je me suis pas préparée, je suis arrivée là spontanément, puis tu vois, la spontanéité, c'est ça que ça amène des dangers. Fait elle se tapait un petit peu sur la tête, puis elle se disait comme la prochaine fois, il faudrait que je sois mieux préparée, puis que bon. Puis c'est correct, c'est un constat, mais en même temps, de se taper sa tête, c'est pas nécessairement aidant. Et elle a dit, ben regarde, je vais continuer, puis comme je verrai où est-ce que j'en arrive. Et 5 minutes plus tard, elle était revenue au parking. Moi, la réflexion que ça m'a faite, c'est Steph, des fois, tu penses que revirer de bord, c'est la meilleure solution à faire. Quand dans les faits, si tu es juste un petit peu plus patiente, un petit peu plus persévérante, tout va arriver. Et là, je suis pas en train de te dire que c'est la meilleure solution dans tout. Tu sais, je t'amène la réflexion que moi, je me suis faite, puis je veux t'amener la réflexion à toi. Quand tu es face à une situation, puis là, c'est une analogie de ce qu'ils te font, mais tu sais, prends n'importe quelle situation dans ta vie. Des situations que tu as déjà vécues, des situations que tu vis en ce moment, ou même projette-toi dans une situation que tu pourrais avoir à vivre. Demande-toi, qu'est-ce que j'ai tendance à faire? Quand je me sens perdue, quand je sens que c'est le chaos, quand je sens que je me sens insécure, que je me sens perdue, c'est quoi mon réflexe premier? Puis est-ce que c'est un réflexe qui est aidant ou qui n'est pas aidant? Est-ce que c'est un réflexe qui m'empêche peut-être d'atteindre d'autres paliers, d'autres niveaux? Est-ce que ce réflexe-là me maintient dans ma zone de confort et m'empêche d'explorer ma zone de possibilités?
est-ce que ce réflexe-là me vient de moi ou me vient de mes parents, de mes ancêtres, de la société, de personnes de mon entourage? Je te parlais au tout début du podcast, moi, ma réflexion était, souvent j'ai tendance à vouloir en faire trop. Et je pense qu'on est dans une société où on est beaucoup dans le faire. Qu'est-ce qu'on peut faire? Mettre en action, mettre en place des choses, actualiser des choses. Qu'est-ce qu'on possède concrètement, ce qu'on voit? Qu'est-ce qui est matériel? Qu'est-ce qui se matérialise? Cette personne-là, elle a tel actif. Cette personne-là, elle a tel acquis. Cette personne-là, hey, elle fait tel sport. Cette personne-là, elle travaille, elle s'occupe de ses enfants, elle est coach bénévole pour l'équipe de son enfant, elle est bénévole dans tel organisme. On se valorise par ce qu'on fait. Quand tu penses à des gens qui font des choses un petit peu plus invisibles, on va dire des gens qui, par exemple, je te donne l'exemple, je suis une maman. J'ai été maman à la maison quand j'ai accouché de mes enfants et que je me sentais pas bien. Je me sentais pas bien parce que je me valorisais pas par d'autres choses qu'être maman. Alors qu'être maman, c'est tellement important, puis c'est tellement une tâche en soi, on va se le dire, surtout d'un nouveau-né. Mais ça demande du temps, ça demande de l'énergie, ça demande de l'investissement, de l'engagement. Puis, quand quelqu'un te dit « Ah, moi, je suis maman à la maison », ton réflexe, c'est de te dire quoi? Qu'est-ce qu'elle fait de sa journée? Moi, ma belle-mère, là, la mère de mon chum, elle a été maman à la maison. Pas mal toute sa vie, elle avait des petits jobs là, ici et là pour compenser, mais elle était beaucoup à la maison. Mais qu'est-ce qu'elle faisait? My God, qu'elle en faisait des affaires. Elle faisait la cuisine, elle faisait l'épicerie, elle repassait les vêtements, elle réparait les vêtements, tu sais, dans ce temps-là. C'est quand même pas si loin que ça, mais tu sais, oui, elle réparait les vêtements plutôt qu'en acheter des nouveaux. Elle aidait beaucoup de gens au village aussi, des gens de son entourage. Elle s'occupait beaucoup de la maison. Elle faisait la tondeuse, elle pelletait, tu sais, elle s'occupait de l'entretien de la maison. Fait que quand les enfants arrivaient de l'école, elle était là. Quand les enfants partaient de l'école, elle était là. Quand les enfants revenaient dîner à la maison, elle était là. Elle était là, pour eux. Puis quand la famille arrivait le soir, ben le souper était prêt. Elle s'occupait après ça de faire le lavage, de faire le ménage, de faire la vaisselle, de s'occuper des enfants aussi. C'est une job en soi, être maman. Et pourtant, on a la perception, peut-être pas toi, mais il y a certaines personnes qui ont encore la perception qu'être maman à la maison, c'est pas grand-chose. Ou encore quelqu'un qui dit je suis en arrêt de travail, je suis à la maison, je prends du temps pour moi. Ah, tu dois beaucoup dormir, puis cette personne-là, elle travaille à se reconstruire. Reconstruire un char qui a eu un accident et qui est quasi perte totale, tu penses que ça coûte combien puis que ça prend combien de temps? Je te fais le parallèle avec quelque chose de matériel parce que c'est plus concret pour toi peut-être. Mais justement, reconstruire une âme, reconstruire un être humain qui a été brisé, peut-être jusqu'à la perte totale, tu penses que ça demande combien de temps? Combien d'énergie? Ça en demande du temps et de l'énergie. Fait que, bref, je pourrais te faire, on dirait que j'ai plein de parallèles qui me viennent en tête. T'sais, aller à l'école, quelqu'un qui va à l'école, qui retourne aux études. Ce que je veux dire par là, c'est notre société valorise beaucoup le fait de faire. Et on a peut-être plusieurs personnes comme réflexe que quand on sent qu'on est dans l'insécurité, on se demande quoi d'autre que je peux faire? Quoi d'autre que je peux faire pour atteindre mon objectif? Quoi d'autre que je peux faire pour réaliser telle chose? Pour me sentir valorisée, pour me sentir épanouie? Et moi, c'était ça. C'était ça mon constat parce que je me disais, est-ce que je me sens épanouie en ce moment dans ma vie? J'ai travaillé beaucoup, j'ai cheminé beaucoup en 2025 pour, entre autres, mon entreprise, pour ma pratique privée. Et aujourd'hui, en 2026, j'aimerais qu'elle soit rendue à un autre niveau que ce qu'elle est en ce moment. Et j'apprends à accepter son rythme à elle, à mon entreprise. J'apprends à accepter là où je suis en ce moment. Et mon réflexe était de dire, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Est-ce que je peux faire un autre podcast? Est-ce que je peux faire un autre programme de formation? Est-ce que je peux être plus présente sur les réseaux sociaux? Est-ce que je peux faire plus de salons, d'événements? Oui, mais encore, c'est pas parce que je vais en faire plus que je vais avoir plus de résultats. Tu connais le dicton, hein? Trop, c'est comme pas assez.
Des fois, quand tu veux trop, tu t'éloignes de ton objectif principal. Tu as envie de perdre du poids. Qu'est-ce que je peux faire de plus? Qu'est-ce que je peux faire d'autre? J'ai essayé ça, ça, ça. Quoi d'autre que je peux faire? Qui d'autre qui pourrait m'aider? Puis encore une fois, je suis pas en train de te dire que c'est pas la bonne méthode de te demander quoi d'autre que tu peux faire. Parce que dans les faits, oui, à un moment donné, faut s'orienter vers une direction, de dire OK, mais c'est de venir identifier, est-ce que d'en faire trop, c'est pour moi un mécanisme de défense? Est-ce que d'en faire trop, c'est pour moi une façon de dire non, mais je fais tout ce que je peux. Donc, je me déculpabilise parce que je me dis ça n'arrive pas, c'est pas de ma faute. Moi, je fais tout ce que je peux faire en ce moment. Je me brûle, là, je m'investis là, à 1000%. Fait que si ça marche pas, c'est pas de ma faute. Ouais, mais c'est peut-être juste pas encore le bon moment. T'es peut-être juste encore à 5 minutes d'arriver. Fait que même si tu passes 20 minutes à te questionner, puis à chercher sur ton téléphone la roadmap de la piste de ski de fond parce que tu veux savoir t'en es où, puis que tu appelles ton chum pour dire là, je suis dans le bois, puis il fait noir, puis je sais pas quand est-ce que je vais sortir, puis que quand bien même que tu rumines, puis que tu es à la recherche de tout ça, des fois, de prendre un petit temps d'arrêt, de respirer, la réponse vient toute seule. Puis moi, c'est ce que j'ai fait quand, justement, j'ai fait cette réflexion-là. J'ai fait une méditation, une très courte méditation. En fait, tu sais que les méditations, ça peut durer 3-4 minutes. Hein? L'idée, c'est juste de se fermer les yeux, puis prendre des grandes respirations juste pour se recentrer à soi, puis aller voir à l'intérieur de nous qu'est-ce qui se passe. Puis c'est ce que j'ai fait, puis je me suis demandé cette question-là. En sachant que c'est un mécanisme de défense pour moi. Quoi d'autre que je peux faire en ce moment pour atteindre mon objectif? Et la réponse était « Sois patiente. Aie confiance. » Puis l'analogie de la piste de ski de fond est venue confirmer cette réponse-là. Des fois, tu es à 5 minutes d'atteindre ton objectif, de trouver la sortie, de trouver la lumière, de te sentir bien, de voir se concrétiser, se matérialiser tout ce pourquoi tu as mis des efforts. L'année 2025 était une année 9 en numérologie, si tu suis un petit peu ça. L'année 9, c'est une année d'accomplissement, de fin, de terminaison, de complétion. Il y a beaucoup de choses qui se sont terminées, finalisées, beaucoup de choses qui ont été laissées derrière, justement des patterns, des relations, des choix. Les gens ont fait des choix pour se défaire, laisser derrière eux ce qui ne leur servait plus. Et l'année 2026, c'est une année 1. Une année 1, c'est une année de renouveau, de commencement, de nouveaux débuts. C'est l'année où est-ce qu'on va voir se concrétiser tous les cheminements et toutes les complétions qu'on a faites, toutes les terminaisons qu'on a faites en 2025. En 2026, tout ça va se matérialiser, se concrétiser. Je ne suis pas en train de dire que ça va être une année que du beau, puis que ça va être que de la... Tu sais, la nouveauté, on s'entend, ça vient aussi avec son lot d'adaptation. Fait qu'il faut s'attendre à avoir un petit peu d'adaptation aussi qui vient avec ça. La vie, c'est jamais 100% sur un high, 100% sur un down. Hein? C'est comme les marées, ça va, ça vient, il y a une fluctuation. Mais c'est vraiment une année où est-ce que justement on va pouvoir observer les changements dans la sphère physique de tout ce qu'on a travaillé au niveau énergétique. Puis ça, c'est vraiment quelque chose qui me donne espoir justement parce que je me dis, my God, que j'en ai fait des changements puis des cheminements en 2025. J'ai tellement hâte de voir ce qui s'en vient pour moi, de voir tout ce qui va se concrétiser, se matérialiser. Et je pense que c'était ça. Mon impatience était comme, ben là, on est le 2 janvier, pourquoi que je vois pas rien? Pourquoi j'ai pas telle affaire qui arrive à moi? Pourquoi j'ai pas telle opportunité? Pourquoi j'ai pas telle situation qui a changé? Alors là, je suis en train de me dire, Steph, patience, aie confiance. On est le 6 janvier. Aujourd'hui, moment de l'enregistrement de ce podcast, on est le 6 janvier. Ça se peut que le 12 janvier, je vois des choses arriver. Ça se peut que le 20 mars, je vois des choses arriver. Ça se peut qu'en novembre 2026, je vois des choses arriver. Et l'idée, en ce moment, c'est d'accepter, quand je veux en faire trop, c'est de me dire, accepte la situation où tu es en ce moment. Est-ce qu'en ce moment, j'ai autre chose à faire, autre chose à changer? Dans mon cas, non. Dans mon cas, je suis bien où je suis.
C'est juste que les choses vont pas au rythme où je voudrais qu'elles aillent. Et c'est ce qui fait que j'ai envie que ça aille plus vite. Donc, je me demande qu'est-ce que je peux faire. Parce que pour moi, c'est une façon de reprendre le contrôle. Donc, quand tu vis une situation, quand tu sens que tu es perdu, que tu stagnes, quand tu sens que tu tournes en rond, que tu n'es pas dans le bon chemin, observe-toi puis demande-toi, c'est quoi mon pattern à moi? C'est quoi mon mécanisme de défense? Comment j'agis? C'est quoi les réflexions que j'ai en ce moment? Est-ce que c'est quelque chose qui m'aide ou pas? Et prends le temps de te fermer les yeux, de te recentrer à toi et d'aller voir en ce moment. Qu'est-ce que je dois faire? Comment je dois être? Comment je dois agir? Et la réponse va venir à toi de ton cœur et non de ton mental. Et je termine avec le parallèle entre, on dit souvent, qu'est-ce que tu fais dans la vie? On parle souvent du mot faire. Je le disais tantôt, on se valorise un peu par ce qu'on fait, par ce qu'on accomplit, par ce qui est tangible. Mais je veux faire le parallèle avec le verbe être. Hein? Qui je suis dans la vie? Est-ce que mon travail me définit? Est-ce que mes accomplissements, mes réalisations, ce que je fais de tangible me définit? En dehors de ça, je suis qui, moi? Qu'est-ce qui me caractérise? C'est quoi mes forces, mes compétences? Qu'est-ce que j'apporte aux gens quand je suis en leur présence? Qu'est-ce que je possède et que personne ne peut m'enlever? Alors, en 2026, demande-toi pas qu'est-ce que je peux faire, mais plutôt qui est-ce que je peux être? Qui est-ce que je veux être? Sur ces belles paroles, je te laisse, puis on se revoit bientôt pour un autre épisode de podcast.